je suis avec vous aujourd'hui pour vous présenter une séance en matière ATC, la fonction communiquer, chapitre généralité sur les réseaux informatiques. Ceci est destiné bien sûr pour la deuxième année sciences et technologies électriques. Et n'oubliez pas surtout, s'il vous plaît, qu'on est là pour vous. Alors ne quittez pas, vous chez vous, mes enfants, et merci. Alors on commence. Donc comme ce qu'on fait chaque début du cours, on s'attend à découvrir quelles sont les composantes des compétences attendues à la fin. Alors, à partir bien évidemment de notre produit support, chose qu'on est tous ensemble habitués à travailler en sciences de l'ingénieur, donc à partir d'un produit support ou bien un cahier de charge, de la documentation technique, que doit-on faire? On doit placer le réseau et sa fonction au schéma fonctionnel. On doit classifier les réseaux informatiques, c'est-à-dire quels sont les types des réseaux informatiques. On doit aussi identifier les différents niveaux fonctionnels de la pyramide CIM, ainsi qu'on doit énoncer le rôle des différents constituants d'interconnexion d'un réseau d'entreprise. Ce sont les composantes des compétences attendues à la fin de ce chapitre. Alors, donc, pour commencer, vous savez très bien que le monde est devenu très ouvert, chaque continent sur l'autre. C'est pour cela qu'on a besoin de communiquer. Et comme vous savez, même si deux personnes communiquent entre elles, on a besoin tout d'abord d'être sur la même longueur d'onde. Ça veut dire de se comprendre. Donc on a besoin de parler la même langue. On a besoin d'avoir des protocoles de communication. Est-ce qu'on se comprend ou pas? Donc, et pour cela, je vais vous définir un réseau informatique. Donc un réseau d'ordinateurs, c'est un groupe de machines autonomes interconnectées et situées dans un certain même domaine géographique. Il peut être limité, il peut être n'est pas limité. Alors, un tel réseau, bien sûr, doit disposer de... Alors, comme je viens de dire, tout d'abord, la question qui se pose, qu'est-ce qu'on a à partager? Qu'est-ce qu'on va communiquer entre nous? Donc, des ressources à partager. On doit se mettre d'accord sur l'ensemble de règles communiquées à l'intérieur du réseau. C'est ce qu'on appelle, entre parenthèses, protocole. Et en fin de compte, on doit spécifier sur quelle voie de transmission des données, câbles électriques, ondes, fibre optique, ondes hertziennes, etc. Donc, on va décrire un petit réseau sous forme d'un petit schéma. Alors, vous voyez devant moi quelques ordinateurs qui sont liés entre elles. D'accord? Donc là, on voit bien qu'ils sont connectés sur une même ligne. Alors, ce sont des machines pouvant contenir des ressources en partage. Ça veut dire qu'il y a sûrement quelque chose de commun à partager entre ces machines-là. Le média de transmission partagé, c'est-à-dire c'est l'outil qui va lier ces ordinateurs pour que je puisse avoir le nom du réseau. Et en fin de compte, bien sûr, comme exemple, j'ai pris un petit exemple ici, on va se mettre d'accord sur le partage d'une imprimante. Ça veut dire chaque utilisateur de ces ordinateurs, il peut envoyer sans se déplacer lui-même, même s'il est situé par exemple dans une autre chambre, il peut envoyer le fichier imprimé de son PC. Bien sûr, comme je viens de dire, c'est l'imprimante qu'on va partager. Les types de réseaux, bien sûr, puisqu'on s'intéresse aux réseaux informatiques, on doit tout d'abord avoir une idée quels sont les types de réseaux et comment différencie-t-on ces types de réseaux et est-ce que toute entreprise, quel que soit le nombre de ses fonctionnaires, quel que soit le type de son activité, est-ce qu'on va adapter le même type de réseau? Donc, on distingue différents types de réseaux selon. Donc, voilà des domaines de définition de réseau ou bien des critères de définition des réseaux. La taille du réseau, bien évidemment, premier lieu, la vitesse de transfert de données et en fin de compte, leur étendue géographique. Ça veut dire, est-ce que c'est sur une grande surface ou bien sur une petite surface? Alors, je commence par le premier type de réseau, c'est le réseau local, ou bien vous pouvez trouver une abréviation LAN, ou bien on l'appelle le réseau LAN. Alors, la petite définition très classique, c'est que c'est un groupe de machines et périphériques de communication interconnectés sur une zone géographique qui est très limitée. C'est pour cela qu'on adopte le mot local, comme un bâtiment, entreprise, usine, centre de formation, etc. Donc, un petit bureau, une petite entreprise dispose d'un petit nombre X de PC ou bien de machines, peut adopter ce type de réseau.
Un exemple, alors comme vous voyez devant vous, une petite entreprise, un ensemble de machines qui sont liées via un média de transmission. Alors, ou bien le deuxième type de réseau qu'on va voir, c'est le réseau MAN, bien MAN. Alors, c'est un réseau qui utilise des lignes téléphoniques, physiques ou bien hertziennes, pour relier les réseaux locaux. Alors là, on parle de deux réseaux de locaux, ou là plusieurs réseaux locaux qui sont interconnectés entre elles, à l'échelle d'une ville par exemple, telles que les grandes entreprises, les universités, etc. Donc, on va illustrer ma définition avec un petit schéma. Vous voyez que comme le schéma que je viens de présenter tout à l'heure sur la figure du diapo précédente, on a un petit réseau LAN à ce niveau-là, l'autre réseau de l'autre côté, donc c'est un exemple qu'on a pris avec deux. Et ils peuvent communiquer via l'exemple ici des ondes hertziennes, par exemple. Donc c'est ce qu'on appelle un réseau MAN. Troisième type, c'est ce qu'on appelle aussi le réseau étendu, c'est le réseau WAN. On va déchiffrer ensemble, ou bien on va découvrir quelle est sa définition. C'est un réseau, bien deux réseaux. Donc, vous voyez très bien qu'il y a un type d'interférence entre plusieurs réseaux, ou bien interréseaux, à l'échelle d'un pays, voire la planète. Très grandes entreprises multinationales, l'exemple, par exemple, les banques entre elles communiquent via le siège. Alors, l'Internet aussi est un exemple des réseaux WAN. Donc, voilà un schéma qui va nous aider un tout petit peu à comprendre. On a un ensemble de réseaux LAN qui vont communiquer ou bien qui seront gérés par un réseau WAN. C'est l'exemple que je viens de dire tout à l'heure. Par exemple, si je prends un siège d'une banque bien déterminée qui va échanger les informations, qui va gérer, qui va commander, qui va piloter, si vous voulez, les autres banques qui se trouvent dans différentes villes ou bien dans différents quartiers. Alors, les topologies de réseau. Donc, premièrement, pour ne pas trop, si vous voulez, surcharger les informations, la première partie, on a vu les types de réseaux. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est la topologie, c'est-à-dire c'est l'arrangement physique de n'importe quel réseau. C'est-à-dire comment sont juxtaposés, comment sont liés entre elles, comment sont montés ces organes-là pour monter ou bien pour constituer un seul réseau. Alors, l'arrangement physique des éléments constituant le réseau s'appelle la topologie d'un réseau, pour ne pas confondre la topologie avec le type. Donc, la topologie, c'est la manière physique, si vous voulez, de câblage avec lesquels sont câblés les éléments qui s'appellent ou là, qui entrent dans la constitution d'un réseau. Alors, on va commencer par la première topologie, ou bien le premier type de topologie, c'est ce qu'on appelle topologie en bus. Alors, je commence par le traçage d'un petit média qui nous rappelle le réseau de tout à l'heure. Donc, c'est un bus qu'on va voir le chapitre suivant. Un bus, c'est un élément qui va me permettre le transfert des données. Bien sûr, quand je parle de transfert de données, on est tous capables, à ce niveau-là de la deuxième année STE, on est tous capables de comprendre que les données sont transmissibles sous forme de bits ou bien sous forme d'une information numérique. Alors, vous voyez qu'il y a un nombre de PC qui sont interconnectés, vous voyez, d'accord? Donc, ces PC-là, ces ordinateurs, bien ces machines sont interconnectés. La topologie de leur connexion s'appelle la topologie en bus. Alors, donc, le premier point dont on doit être conscient, c'est que la liaison physique qui existe entre la machine et le bus s'appelle un nœud. Alors, la topologie qui vient par la suite, c'est la topologie en anneau. Alors, bien sûr, une fois que vous lisez le mot anneau, automatiquement, vous pensez à la formation d'un anneau. On va voir, est-ce que c'est vraiment la raison pour laquelle il a été nommé ou bien est-ce que c'est une simulation? Alors, cette topologie a l'inconvénient suivant. Donc, avant d'entamer la définition, bien l'illustration, on va tout d'abord déchiffrer et on va s'arrêter à côté de l'inconvénient. Elle possède l'inconvénient que si le câble qui est présent ou bien présente un défaut, le réseau ne fonctionne plus. Alors là, automatiquement, on pense au mot anneau. Anneau, c'est tout ce qui est, si vous voulez, c'est une forme circulaire. Bien sûr, quand on a un cercle devant nous, il suffit de le couper d'une ou plusieurs points pour qu'il se coupe, ou là, pour qu'il n'y a plus de liaison entre les différents points.
Donc, cette topologie est beaucoup moins utilisée car elle est chère. Donc, non plus elle présente l'arrêt devant la première peine, mais aussi elle est matériellement chère. Les ordinateurs sont reliés à un répartiteur. Vous voyez que le mot répartiteur déjà contient le verbe, c'est-à-dire là, le mot, la répartition, ça veut dire la division ou bien la distribution qui va gérer la communication entre les ordinateurs qui lui sont reliés en impartissant à chacun d'entre eux un temps de parole. Ça veut dire que via cet anneau, chaque ordinateur sera relié bien sûr à un répartiteur. Le rôle du répartiteur, c'est donner l'ordre à chaque machine de lui donner bien le moment où elle va communiquer. Quand on dit communiquer à ce niveau-là, c'est-à-dire émettre ou recevoir l'information qu'on désire partager. Donc, vous voyez le schéma devant nous. Alors, il n'y a pas d'anneau, mais la forme qui lie entre les machines, on a l'impression qu'elle forme ou bien sous forme d'anneau. Alors, au centre, il y a un répartiteur dont le rôle, comme je viens de dire, c'est donner l'ordre à chaque élément de communiquer à son tour. Topologie en étoile. Alors, dans cette topologie, chaque machine est reliée à un nœud central appelé hub ou bien le concentrateur. Je suis sûre que ces mots-là que vous entendez, vous ne les entendez pas pour la première fois. Vous êtes une génération numérique, vous comprenez tout ça. Ce qu'on est en train de faire, on est en train de classer les informations. Il y a même parmi vous des gens qui manipulent en informatique et j'ai eu pas mal de mes élèves qui savaient manipuler en informatique très bien et je les salue. Alors, ils propagent des signaux arrivant, bien sûr, là je parle d'un concentrateur, ils propagent des signaux arrivant sur chacun de ces ports vers tout ou bien vers les autres ports. Ainsi, les signaux émis par chaque ordinateur atteignent tous les autres ordinateurs. Donc là, à ce niveau-là, il n'y a pas de traitement, il n'y a pas de gestion, il y a uniquement une distribution. Cette topologie offre plus de tolérance de panne, car une coupure sur un câble n'affecte pas les autres ordinateurs, elle n'affecte que celui qui est branché dessus et non pas le reste du réseau. Ça, c'est un avantage si on tend à comparer la topologie en étoile avec la topologie en anneau. Vous voyez un exemple, bien, vous voyez un petit schéma devant vous. Il y a les machines qui sont liées au hub ou bien au concentrateur, dont le rôle, c'est uniquement diffuser, si vous voulez, les informations entre les machines. Le réseau maillé, d'ailleurs, on entend très bien, là, on sent qu'il y a le mot maille. Donc, dans un réseau maillé, les dispositifs sont connectés avec de nombreuses interconnexions redondantes entre les nœuds du réseau. Ça veut dire qu'il y a des liaisons qui se répètent, c'est ce qu'on veut dire par le mot redondante. Alors, dans une véritable topologie de maillage, chaque nœud a une connexion avec tous les autres nœuds du réseau. On va voir un schéma qui va nous expliquer. Donc, regardez, vous voyez que chaque machine peut communiquer avec l'ensemble des machines. Donc là, bien sûr, c'est là on peut adopter ce type de topologie de réseau dans une activité où la plupart des agents bien des machines doivent communiquer ou doivent échanger les informations entre elles. Alors, le mécanisme d'accès aux médias, ce sont les topologies logiques. C'est le titre du paragraphe suivant. La topologie logique décrit la façon dont les signaux sont transmis d'une machine à autre. Alors, on est parti de, si vous voulez, du concept physique des choses. Au début, on avait parlé uniquement des connexions logiques ou bien des connexions des câbles, comment on fait pour raccorder les machines entre elles pour former un réseau. Maintenant, on passe si vous voulez, à une couche plus délicate. C'est la topologie logique, ça veut dire comment font les informations pour circuler au sein d'un réseau. Alors, donc quand le signal est envoyé, il passe chez tous les récepteurs, chose qui est évidente, puis il sera intercepté par le récepteur concerné, bien évidemment, grâce aux adresses de l'émetteur ou du récepteur. C'est tout à fait normal quand vous sortez de chez vous le matin ou bien l'après-midi, vous ne sortez pas pour aller n'importe où, vous sortez pour aller vers une direction bien déterminée. Alors c'est le même principe adopté par la topologie ou bien par la communication du réseau.
Alors, une méthode d'accès détermine la façon avec laquelle il se déroule la communication entre les nœuds et le réseau. Donc, c'est ça ce qu'on veut dire par méthode d'accès. C'est la façon avec laquelle se détermine la communication, si vous voulez, entre nœuds et réseau. Bien sûr, je rappelle que le mot nœud ici, c'est le contact physique entre la machine et le bus ou bien le média. Alors, la première méthode, CSMA-CD, c'est la première méthode d'accès, si vous voulez, aux médias. Alors, vous voyez donc devant vous un schéma où il y a un exemple, on a pris uniquement deux machines qui sont liées à un bus via des nœuds. Mais regardez sur le schéma, on a présenté une collision. Une collision, c'est, si vous voulez, c'est un contact forcé entre des éléments qui bougeaient dans le même sens. Alors, toute information envoyée par un nœud, chose évidente qu'elle va atteindre tous les autres nœuds du réseau. C'est normal. Bien sûr, selon la topologie, mais on parle dans le cas général. Chaque nœud possède une adresse unique. C'est normal. Comme je viens de dire tout à l'heure, vous êtes tous des bricoleurs, vous avez tous un PC chez vous. Si vous vous fiez à l'intérieur des paramètres ou bien des configurations, c'est sûr que vous allez tous trouver que votre ordinateur possède une adresse. Et vous êtes aussi conscient que les adresses du PC ne sont pas les mêmes et que notre opérateur chez qui on est adhéré nous a donné une adresse propre à nous. Donc, il reste constamment en écoute du câble pour détecter le signal qui passe du réseau. Donc voilà, quand un signal désire être transmis, alors la machine doit rester en écoute du câble pour détecter les signaux qui passent du réseau et pour essayer de chercher quel est le signal qu'elle va adopter. Au passage d'un signal, il vérifie si l'adresse destinataire est son adresse. Si c'est le cas, il prend le message, il le lit. Si ce n'est pas le cas, il le néglige. Donc voilà, les signaux passent en permanence dans les lignes, les nœuds sont là, à chaque moment, on écoute. Ce qui est pour nous, on l'adopte, ce qui n'est pas pour nous, on le rejette. C'est le même principe des PC qui sont connectés sur un bus. Les messages passent à chaque moment, mais on ne prend qu'est-ce qui nous concerne. La question, comment va-t-on savoir que ce message nous concerne? Eh bien, c'est grâce à l'adresse, parce que chaque message, on va voir par la suite que chaque message va porter une adresse pour savoir est-ce que cette adresse nous concerne ou bien elle concerne une autre machine. Si un nœud veut émettre, il doit s'assurer qu'il n'y a aucun message sur le câble pour éviter ce qu'on va voir par la suite. Voilà, il peut arriver que les deux nœuds émettent en même temps. Il y aurait alors une collision qui sera entendue par l'ensemble des nœuds. Une collision, c'est-à-dire quand deux nœuds essayent d'émettre en même temps. L'émission sera reprise après un temps aléatoire, c'est normal. Donc, qu'est-ce qu'on comprend à travers ce passage-là? Une fois il y a collision, il y a arrêt de transmission. Alors, l'émission sera reprise après un temps aléatoire qui, en général, n'est jamais le même. Ce temps aléatoire fait de CSMA-CD une méthode non déterministe. Ça veut dire qu'on n'a aucune idée quand est-ce que l'émission va reprendre. Plus le nombre de collisions est élevé, plus le débit de communication ralentit. D'ailleurs, c'est une explication pourquoi parfois, quand on travaille sur notre PC ou bien quand on est connecté, on constate que la communication est un peu, bien que le débit est lent. C'est normal parce qu'il y a pas mal de gens qui travaillent, il y a pas mal d'informations qui sont en train d'être émises. Donc là, le langage des gens qui sont dans le domaine, on dit qu'il y a des collisions. La méthode CSMA-CD a été adoptée par un standard qui s'appelle Ethernet. Alors, Ethernet, c'est une topologie qui s'applique au réseau en bus et en étoile. Je suis sûre qu'à ce moment-là, vous pouvez, par exemple, si vous aurez l'occasion de revoir ce cours-là, vous pouvez tracer un petit tableau, d'accord, pour voir quelles sont les topologies qui vont avec les réseaux. Ou bien pour tracer vous-même qui sont les topologies qui vont avec chaque réseau. La méthode d'accès à jetons, donc c'est la deuxième méthode d'accès aux médias. La première méthode qu'on a vue, c'est CSMA-CD. La deuxième méthode, elle présentait l'inconvénient, c'est qu'elle présente un temps d'arrêt qui n'est jamais déterminé. On va la comparer avec la méthode d'accès à jetons. Alors, qu'est-ce que la méthode d'accès à jetons? Donc, vous voyez, d'ailleurs, là, on peut, si vous voulez, détecter que les deux méthodes ne s'appliquent pas aux mêmes topologies. D'ailleurs, ça se voit très bien. Donc, alors, on voit très bien qu'on a des PC qui sont
en anneau, si vous voulez, ou bien qui adopte la topologie de l'anneau, alors les nœuds, et on voit un jeton qui circule. Un jeton est un signal qui circule constamment sur le réseau, de poste en poste. Lorsqu'une situation, dans une situation où une station désire émettre, elle doit attendre de recevoir le jeton dans l'état libre. Donc pour émettre, elle doit attendre l'ordre. L'ordre, c'est quoi? C'est le jeton. Elle le charge avec les informations. Le marque occupé et l'envoie. À votre avis, pourquoi elle le marque occupé? C'est normal. Elle le marque occupé pour que le PC d'à côté ne s'en serve pas, pour qu'ils savent qu'il y a déjà une adresse ou bien un message qui tend à circuler dans le réseau, donc les autres machines ne peuvent rien émettre. Donc le marque occupé et elle le renvoie sur les réseaux à la station suivante. Cette station vérifie le message, trouve que c'est occupé, contrôle si lui est destiné. Donc c'est vrai, il est occupé. Mais on ne sait jamais, ça peut être le nôtre. Le message qui circule dans le réseau, il peut m'être destiné. Alors on vérifie. Comme je viens de dire, avec quoi on vérifie? Avec l'adresse. Donc si c'est le cas, elle lit les informations, rajoute une indication qui va informer que la station expéditrice de son message a été reçue. C'est ce qu'on fait quand on reçoit quelque chose, on envoie par exemple à quelqu'un « message bien reçu ». D'accord? Si par contre le message ne lui est pas destiné, elle le réécrit et le laisse passer à la station de côté. Donc ça, d'après ce qu'on peut constater, c'est un avantage par rapport à la méthode qu'on vient de voir tout à l'heure. La méthode d'accès à jetons a été adoptée par le standard token ring. La topologie token ring s'applique au réseau en anneau. D'ailleurs, c'était clair depuis la présentation du premier schéma. Alors, quelques notions à retenir, d'après quelques diapos qu'on vient de présenter en réseau, on doit quand même retenir des notions. Alors, la notion du débit, c'est la quantité d'informations transportées pendant un temps donné et s'exprime en bits par seconde. La synchronisation, il existe deux modes de transmission de données sur un canal, mode asynchrone et mode synchrone. Le mode synchrone, ça veut dire que les bits sont en train de passer l'un après l'autre. Le mode asynchrone, c'est l'émetteur et les récepteurs n'ont pas de liaison entre elles, mais ce qu'il y a, c'est que si vous voulez, chaque ensemble de données se trouve enveloppé entre deux bits, bit start et bit stop. C'est ça la différence entre le mode asynchrone et le mode synchrone. Alors, mode d'explication d'un canal. Donc, le transport d'informations peut se faire selon trois modes. Lesquels? Alors, le mode simplex, ça veut dire les données sont transmises dans un seul sens. Ça veut dire, par exemple, un émetteur et un récepteur, ou bien deux machines X et Y. X joue le rôle de l'émetteur, ça veut dire qu'elle n'a pas le droit de recevoir. Y joue le rôle de récepteur, elle n'a pas le droit d'émettre. Donc c'est le mode simplex. Celui duplex, la transmission est possible dans les deux sens, mais pas simultanément. Duplex intégral, les données peuvent être émises et reçues simultanément dans les deux sens. C'est le cas du téléphone. Alors, protocole de communication, un ensemble de règles et de procédures à respecter pour émettre et recevoir des données sur un réseau. C'est ça la notion du mot protocole. Ça veut dire que ce sont des règles sur lesquelles on s'est mis d'accord pour pouvoir communiquer. Alors, le protocole connu, c'est le protocole TCP/IP. C'est un ensemble de protocoles, c'est-à-dire des règles de communication. Alors, pour bien l'expliquer, comme je viens de dire, on donne l'exemple avec l'exemple, par exemple, de la lettre. Si vous voulez écrire une lettre à quelqu'un, vous écrivez ce que vous voulez, vous la mettez dans l'enveloppe, mais vous ne postez pas l'enveloppe comme ça. Il faut écrire les deux informations, les destinataires et l'expéditeur. Ça veut dire celui qui a écrit et à qui il sera destiné. Par analogie, dans le mode du réseau informatique, voilà. Donc, le mot, par exemple, que je veux envoyer « Salut, comment ça va ?» Si je veux l'envoyer, je ne peux pas l'envoyer tout seul. Je dois aussi indiquer deux adresses. Mais cette fois-ci, je n'indique rien, ça se fait automatiquement. Bien sûr, une fois mon message quitte mon PC, automatiquement, le protocole de communication impose que l'adresse, si vous voulez, IP de ma machine, ainsi que l'adresse, par exemple, de la machine qui va recevoir. Donc, l'adresse IP se présente le plus souvent sous forme de 4 nombres. Chaque nombre varie entre 0 et 255, séparés par des points. Par exemple, on a l'adresse IP suivante, 204.35.129.3.
Alors, notion de pyramide aussi, vous voyez donc le début de ce chapitre contient pas mal de protocoles et de notions à comprendre concernant la communication via un réseau informatique. La CIM, Computer Integrated Manufacturing, ou production intégrée par ordinateur et un système d'automatisation des processus de production. Je vais vous donner un exemple pour nous, c'est-à-dire les STE, par exemple, usines de bouchage ou bien de remplissage des pots de l'alimentation, etc. On a des automates qui vont gérer et des capteurs qui vont bloquer le passage. Par exemple, vous avez une bouteille qui va se remplir, puis sur le même tapis roulant, elle va se déplacer jusqu'à la machine suivante pour la boucher. Donc, on a besoin des actionneurs et des capteurs. Pourquoi les capteurs? Pour limiter la course de la bouteille. Et pourquoi les actionneurs? Pour donner l'ordre au tapis de circuler et de s'arrêter. Alors, qui c'est qui gère tout ça? C'est le système d'automatisation, bien sûr, qui sera programmé avec un langage évolué. Mais qui c'est qui supervise ce système d'automatisation? Ce sont les ordinateurs. Donc, la gestion de tout ça, depuis le bureau jusqu'à l'atelier, c'est la notion de pyramide CIM. Alors, toujours la suite. Donc, voilà, je commence depuis le terrain. Ça veut dire je suis le niveau 0, c'est le niveau de l'atelier. Alors, donc, on a bien sûr notre bus ou bien notre réseau. Il est, si vous voulez, câblé. Voilà, il est câblé à des capteurs et des actionneurs. Je viens d'expliquer que les capteurs pour détecter ou bien pour donner des informations, les actionneurs pour donner des ordres. D'accord? Donc, la fonction, ce sont recevoir les données. Les systèmes, on utilise des capteurs et des actionneurs. L'information qui circule à ce niveau-là sous forme de bits. Ça, c'est le niveau 0 de la pyramide. Donc, le niveau A, il est constitué ou bien il se focalise au niveau du réseau local industriel. Ce sont les machines et les automates. Alors là, on est passé, comme vous voulez, de la partie information vers la partie énergie. Donc, la fonction, c'est l'automatisation et la commande. Les systèmes, à ce niveau-là, on avait des capteurs et des actionneurs. Maintenant, on a des automates programmables, des contrôleurs, ou là, des microcontrôleurs et des régulateurs pour varier la vitesse. Mais à ce moment-là, l'information qui circule, ce sont les mots, ce sont les instructions avec lesquelles on a pu programmer les automates programmables. Le niveau 2, c'est toujours le réseau local industriel, mais à cette fois-ci au niveau des cellules et groupes de machines. Alors là, on commence à centraliser un petit peu et on commence à regrouper les chaînes. Donc la fonction, c'est la commande centralisée et la supervision. Les systèmes sont toujours les API, les automates programmables industriels. L'information qui passe, ce sont les messages. Le message, c'est un ensemble de mots. Donc elle est partie des bits pour constituer des mots et ceci pour former des messages. Alors, le niveau 2, donc c'est un réseau local, on passe au niveau 3, voilà, on passe au niveau 3. Alors, on passe maintenant au réseau usine, où la fonction, c'est la gestion locale et le contrôle de production. Maintenant, on fonctionne au niveau des PC et des micro-ordinateurs, et puis on commence à traiter entre nous des tableaux. Le niveau 4, c'est le niveau du bureau, donc vous voyez, c'est du technicien, si vous voulez, vers la gestion. Donc, la gestion d'entreprise, on commence à faire des calculs ou bien à gérer et à échanger des fichiers, des opérations qui ont été faites. Donc, c'est ça l'acheminement ou bien la hiérarchie de la notion du pyramide CIM. C'est le passage à partir du réseau de terrain vers, si vous voulez, la gestion et les bureaux. Qu'est-ce qu'un réseau d'entreprise? Alors, un réseau d'entreprise, il permet d'interconnecter les ordinateurs ou du matériel équipé d'une carte réseau. Donc, voilà, vous voyez devant vous que, par exemple, ce sont des câbles que je peux utiliser pour une topologie en bus. Ici, ce sont des connecteurs BNC. Ils sont caractérisés par un débit maximal de 10 mégabits par seconde. La longueur maximale, 185 mètres maximal. Qu'est-ce qu'on veut dire? Mais pourquoi, à votre avis, la norme nous précise le débit et surtout la longueur? Ça veut dire qu'une bonne qualité de communication est permise. Ça veut dire limité par cette longueur. Au-delà de cette longueur, la qualité n'est plus permise. C'est tout à fait normal. La longueur augmente, donc les informations tendent à se perdre. Alors, donc,
Voilà, donc pour les câbles réseau, c'est ce qu'il y a à dire. Ils servent à lier et à mettre en contact l'ensemble des nœuds avec le réseau. Bien sûr, je rappelle qu'un nœud, c'est un contact entre le médian, le bus, ainsi que la machine. Alors, ils sont constitués de deux conducteurs cylindriques de même axe séparés par un isolant. Comme je viens de dire, je suis sûre que par curiosité, tout le monde a pu regarder qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce câble coaxial. Donc, câble paire torsadé. Alors, les câbles paire torsadés, donc, d'après le nom, torsadé, ça veut dire, en arabe, c'est à peu près une forêt. Ce support est constitué de 4 paires de fils conducteurs recouverts d'un isolant et torsadés 2 à 2 pour mieux résister aux perturbations. C'est ça, donc si on pose la question pourquoi torsadé, c'est pour mieux résister aux perturbations. À chaque fois qu'on torsade, on casse les lignes des champs magnétiques qui peuvent se constituer avec le passage d'un message électrique. Voilà, donc voilà un petit schéma, la gaine protectrice et les paires torsadées. Donc voilà, donc c'est ce qu'il y a à l'intérieur. L'aspect extérieur, l'exemple, c'est le connecteur prise RJ45. Alors, la topologie, elle est adoptée en topologie en étoile ou 10 base TX. Donc là, on le fait exprès, on vous montre ces types de câbles marchent avec quel type de topologie, avec quel type de réseau. Le débit ici permis, c'est 10 mégabits par seconde. À ce niveau-là, la longueur, c'est uniquement 100 mètres par 100 mètres maximal. On vous donne ce genre d'informations, si vous voulez, comme si on est en train de dimensionner un réseau informatique. Par exemple, quelqu'un vient, vous dit, je veux installer des PC dans une salle. Alors là, il faut se demander sur la longueur de la salle, quel type de documentation et d'information, quelle est votre activité. Il faut poser pas mal de questions avant d'accéder à la partie pratique, à l'achat du matériel et à dimensionnement de l'installation. Alors, la fibre optique, c'est un signal lumineux qui passe rapidement. Elle est constituée de 2 fibres en verre entourées chacune d'une gaine. Chaque gaine est entourée en fibre de Kevlar, revêtement qui assure la rigidité du câble. Voilà, donc voilà son image. D'ailleurs, c'est la tendance, si vous voulez, c'est la dernière tendance des opérateurs pour faire alimenter les zones avec le réseau informatique. Débit 155 mégabits par seconde jusqu'à 10 gigabits par seconde. La longueur, pas de max, ça veut dire qu'elle est autorisée. Alors, l'avantage, elle est insensible aux perturbations électromagnétiques. Ça veut dire qu'elle résiste aux perturbations électromagnétiques. Alors, qu'est-ce qu'une carte réseau Ethernet? Alors voilà, donc l'image de la carte réseau, c'est une carte qui est constituée où il y a des lignes physiques, si vous voulez, à travers lesquelles les messages peuvent passer, qui est intercalé dans les PC. Alors, qu'est-ce qu'un hub? Bien sûr, là, je suis en train de vous donner les éléments qui m'aident à avoir un réseau. On est parti du fait, donc on est parti de la topologie d'un réseau, de la définition d'un réseau, des types de réseaux, puis on est en train de voir quels sont les éléments et les organes avec lesquels je peux construire un réseau, je peux concevoir un réseau. Les machines sont reliées individuellement aux entrées. Donc là, je parle d'un hub. Alors, qu'est-ce qu'un hub? Alors, ils sont reliés individuellement aux entrées d'un concentrateur appelé hub. Les trames envoyées à destination d'une machine sont reçues par toutes les machines. Ça veut dire que le hub ne fait aucun traitement. Alors, vous envoyez, les autres reçoivent. Lui, il ne fait rien. D'accord? Un switch, on va le comparer avec un hub et on va voir la différence. Les machines sont reliées individuellement aux entrées d'un concentrateur. C'est un commutateur. D'ailleurs, vous êtes tous censés de savoir, je suis sûre que vous le savez tous, à votre niveau de la deuxième année STE, un commutateur, c'est un élément qui peut avoir 2 états, on, off ou bien fermé, ouvert, appelé switch. Les trames envoyées sont aiguillées. Le mot aiguillé, ça veut dire le chemin est sélectionné directement à la machine destinatrice. Ça veut dire à ce niveau-là, il y a une sélection du chemin vers qui l'adresse sera envoyée. Le routeur, alors qu'est-ce qu'un routeur? Il assure 3 fonctions principales. Il permet la communication entre les machines n'appartenant pas au même réseau. Même s'il y a des machines qui n'appartiennent pas au même réseau, mon routeur peut permettre la communication avec elles. Il offre un accès Internet à des utilisateurs d'ordinateurs en un réseau local et il comporte généralement un système de filtrage des packs
IP qui bloque les accès non autorisés à un réseau. Ce système s'appelle un pare-feu. Donc là, c'est l'avantage du routeur, ça veut dire on peut le programmer avec un langage bien spécifique. Chaque routeur issu d'une maison bien déterminée, par exemple, je ne sais pas, le routeur Cisco possède une procédure de programmation propre à lui. On peut bloquer, c'est ce qu'on appelle les access lists, voilà, les ACL. On peut bloquer ces PC à ne pas par exemple, nous rejoindre et on peut autoriser à d'autres PC de communiquer, etc. Voilà, donc on a deux réseaux, donc on a des routeurs. Le premier routeur s'occupe du réseau numéro 1, le deuxième routeur s'occupe du réseau numéro 2. La communication entre les deux routeurs, c'est elle qui va déterminer le type de communication entre les PC et les machines du réseau 1 et 2. Voilà, donc c'est tout ce qu'il y a concernant la partie numéro 1 de ce cours. Comme vous avez vu, on est parti du topologie du réseau et des tubes vers le matériel avec lequel on a pu construire un réseau. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite surtout un très bon courage et on se verra, Inch'Allah, pour une autre séance.